Donc notre table ronde qui va faire intervenir, je vous disais, le docteur Nobecourt, qui est diabétologue. C'est OK? Donc Estelle Nobecourt, qui est endocrinologue, donc qui était la référente du plan régional de prévention du diabète à La Réunion, et qui a bien voulu faire l'honneur de relayer un petit peu cette première partie de la matinée, afin de nous faire comprendre un petit peu le diabète, voir quels sont les types, les symptômes, déjà pour nous permettre d'approcher cette maladie, puisque peut-être ne le savez-vous pas, mais un diabétique sur 3 ignore sa maladie. Donc une maladie méconnue, et il était important pour nous de commencer cette partie sur le diabète par cette introduction du docteur Nobecourt. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien, allez-y. Parfait. Alors, si on peut m'autoriser le partage d'écran, comme ça je vous partagerai la présentation. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler du diabète et de ses problématiques très rapidement, en 10 minutes. Donc, moi qui suis très bavarde, c'est un challenge. Les informations que je vais vous donner sont juste pour ouvrir le débat, et bien sûr, elles pourront être discutées. Et j'aurai pas le temps d'aborder toutes les subtilités comme on a entendu sur le handicap, mais justement, c'est l'objectif par la suite de pouvoir en parler. Alors, en attendant qu'on m'autorise le partage d'écran, je vais commencer sans diaporama, mais c'est pas grave. Donc, du coup, il faut déjà rappeler que le diabète, c'est une maladie chronique, et quand on parle du diabète, en fin de compte, on devrait parler des diabètes parce qu'il y en a beaucoup de types différents, beaucoup de profils, et finalement, presque chaque patient a un diabète différent, même s'il a été étiqueté par le diabétologue, diabète de type 1 ou diabète de type 2. En tout cas, le substratum, c'est la même chose, c'est une élévation chronique dans le sang de la glycémie. Alors, la glycémie, donc c'est, du coup le taux de sucre dans le sang, et cette élévation du taux de sucre, elle est soit due au fait que notre organisme n'arrive plus à réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang avec l'insuline. Je pense que maintenant vous voyez la présentation. Ou alors que cette insuline, qui est normalement le petit régulateur de la glycémie dans le sang, ne fonctionne pas bien, et on parle de résistance à l'insuline. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, en fonction du manque d'insuline ou de la résistance à l'insuline ou une combinaison des 2, on a différents types de diabète. On peut avoir le diabète de type 1, les diabètes de type 2, qui sont les diabètes les plus fréquents. À La Réunion, c'est 90 des sujets diabétiques à La Réunion sont étiquetés diabète de type 2. On a des diabètes atypiques, on a des diabètes qu'on dit monogéniques, c'est-à-dire une mutation génétique entraîne le diabète, et encore là, on a une vingtaine de mutations connues, dont des mutations spécifiques de La Réunion, dont je m'occupais avant de revenir en métropole. On a des diabètes de type 1, mais diagnostiqués chez le sujet âgé. On a des diabètes de type 2 qui normalement sont plutôt la deuxième partie de vie qu'on diagnostique chez le jeune. On a des diabètes dits pancréatiques, ça veut dire qu'on enlève une partie du pancréas ou le pancréas est malade, c'est cet organe qui sécrète l'insuline justement, donc ça entraîne un diabète. Vous avez beaucoup entendu parler du diabète gestationnel, le diabète pendant la grossesse. Donc vous voyez bien que finalement, le diabète, ça vous semble compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, c'est un taux élevé de sucre dans le sang de façon chronique, c'est-à-dire sur le long cours. En fin de compte, c'est une maladie qui est dite silencieuse, c'est-à-dire que votre taux de sucre soit élevé dans le sang, c'est pas marqué sur votre visage, et la plupart des gens se sentent très bien alors que leur taux de sucre dans le sang, il est déjà élevé. Alors vous allez me dire, si les gens se sentent bien, ils n'ont pas de difficultés, ils ont pas mal, mais pourquoi on va les embêter à les traiter, à risquer les complications des traitements long cours? Eh bien parce que ce taux élevé de sucre dans le sang, de façon insidieuse, ça va aller abîmer les organes. Et on a tous entendu parler des complications du diabète, qui sont les complications au niveau des yeux.
les complications au niveau des reins, hein. Vous savez, comme c'est une problématique aussi, l'insuffisance rénale chronique liée au diabète à La Réunion et notamment les complications cardiaques ou des vaisseaux, les complications qu'on dit cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité chez les sujets diabétiques. Donc c'est très important de dépister cette maladie silencieuse et c'est pour ça qu'il faut être proactif dans le dépistage du diabète. Il faut aller le chercher parce que très longtemps, c'est une maladie qui ne parle pas. Alors, on est là pour parler des handicaps visibles et invisibles et notamment sur le lieu du travail et j'ai pas suivi toute la discussion, mais j'ai entendu, une partie de la discussion qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire, pouvoir, valoriser les individus, pour, leurs capacités et les sujets diabétiques, c'est pas forcément des sujets, qui ont un handicap visible. Mais il faut voir que par leur traitement et par leur prise en charge, ça peut être pour eux, handicapant et la plupart, n'ont pas envie de montrer, qu'ils ont un diabète, justement et ça peut rajouter un handicap supplémentaire et parfois une envie de se cacher alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit librement pris en charge parce que dans ces conditions et ben, justement la personne sera bien inclus puisqu'on est là pour inclure, et reconnue pour ses capacités et non pas étiquetée malade, diabétique, donc incompétent. Parce qu'il y a beaucoup de sujets où c'est comme ça et c'est vraiment très important que ça puisse être reconnu librement, du coup, que le patient puisse librement s'auto-soigner, et être reconnu pour ses capacités. Puisqu'effectivement, nous, on a la chance, quand on n'est pas diabétique, d'avoir un système qui fonctionne tout seul. On s'en rend même pas compte, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez pris un petit déjeuner ce matin, donc ça a fait monter tranquillement votre taux de sucre dans le sang et votre organisme y gère. Il sécrète la quantité d'insuline nécessaire qui va gérer cette glycémie. Vous n'avez rien à faire. Un sujet diabétique, il est obligé de faire et de remplacer ce que son organisme n'est plus capable de faire. Donc, il doit se soigner. C'est ce qu'on appelle l'auto-soin. Et l'auto-soin, ben, ça passe par déjà par contrôler la glycémie. Alors, avant, on n'avait que des appareils. Alors, très longtemps avant, il fallait faire pipi sur une bandelette pour voir son taux de sucre dans le sang. Donc, vous imaginez, c'était pas très précis. Après, on a eu toutes ces petites machines où il fallait se faire la piqûre au bout du doigt, jusqu'à 6 ou 8 fois par jour. Maintenant, on a des systèmes qui sont heureusement que ça avance, qui peuvent soulager la vie, des patients avec une petite pastille que vous collez à l'arrière du bras et puis avec votre téléphone ou avec, un boîtier, vous pouvez scanner sur cette petite, pastille et du coup avoir votre glycémie en instantané. C'est très pratique, mais il y a des sujets qui ne veulent pas cette pastille sur le bras parce qu'ils ne veulent pas être étiquetés diabétiques. Avoir une pastille, c'est avoir finalement sur le bras le fait: «Je suis diabétique» et il y en a qui ne veulent pas le montrer. Donc ça aussi, ça ne devrait pas être vu. On ne devrait pas refuser la technologie et l'aide, à la surveillance juste parce qu'on veut pas on a peur, d'être étiqueté diabétique et ben, de perdre son boulot ou d'être mal considéré. Donc il y a encore un très gros travail à faire et ça, par exemple, c'est un handicap, invisible. Et puis après, le diabétique, il doit s'auto-soigner, donc se traiter. Donc se traiter, ça veut dire avoir une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. Comme vous et moi, on devrait tous avoir ce mode de vie et c'est très important, d'avoir ce mode de vie, équilibré, mais pour les sujets diabétiques, c'est un soin. Donc c'est, hyper important, mais quand vous êtes sur la route ou quand vous n'avez pas le temps de manger le midi à cause de réunions ou vous avez un travail très sédentaire, ou vous êtes derrière votre bureau et vous passez 8 heures assis par jour, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué pour la gestion de la pathologie et là encore, il faut favoriser, sur le lieu de travail, ces possibilités de pouvoir bouger. Mais, ce qui servira pour les diabétiques servira pour tout le monde puisque je vous rappelle que c'est les mesures de base pour être en bonne santé pour tout le monde, pas que pour les sujets diabétiques. Mais au moins si ça peut servir pour l'ensemble de la communauté, c'est très important. Et puis après, vous avez les médicaments. Donc, vous avez les médicaments qui peuvent être des médicaments pris par oral, surtout pour le patient, diabétique de type 2 et pour le diabétique de type 2 qui a besoin d'insuline ou pour le diabétique de type 1, bah, vous voyez que ce sont, des injections, d'insuline ou alors du matériel avec une petite pompe que vous mettez comme vous voyez là sur, la peau ou un petit boîtier et qui va, disperser, l'insuline en continu et encore là, ben, pour les sujets, parfois, ils veulent pas que ça se voit, donc ils sont gênés de mettre ces outils parce qu'ils ont peur de qu'on voit leur diabète, hein, quelque part. Et puis, il y a des sujets, par exemple, moi j'ai des patients diabétiques qui ne prennent pas leur traitement de midi ou qui veulent pas se faire l'injection d'insuline le midi parce qu'ils veulent pas le faire sur leur lieu de travail.
et donc résultat, le diabète est déséquilibré, ça favorise l'apparition des complications. Donc vous voyez tout ça, pour moi, c'est du handicap invisible. Et puis on ne parle pas de tout le circuit, que, doivent passer ces sujets pour rester en bonne santé, c'est-à-dire le cardiologue une fois par an ou tous les 2 ans, le diabétologue une fois par an, le médecin traitant tous les 3 mois. Alors ça vous semble rien, mais les médecins traitants comme, les différents spécialistes, ils consultent sur les heures de travail. Donc ça veut dire qu'il y a des sujets, par exemple, qui disent: «Moi, je ne veux pas venir parce que je ne veux pas prendre un RTT ou je ne veux pas prendre un congé, pour venir vous voir et pour me faire soigner». Donc bah, dans ces conditions, bah, j'attends qu'il se passe quelque chose, parce que, voilà, j'ai pas, l'occasion de pouvoir, m'absenter de mon travail. Alors il y en a d'autres où c'est pas du tout le cas, où ils viennent, où on fait un mot d'absence pour soins et tout se passe très bien. Mais vous voyez, là encore, c'est un handicap invisible parce que pour se soigner, ces gens-là doivent aller régulièrement à leur rendez-vous, mais aller à leur rendez-vous, ben, c'est pouvoir avoir le temps d'y aller. Donc je pense que, voilà, pour moi, tout ça, sont, des handicaps invisibles puisque c'est des choses qui contraignent les gens, qui doivent faire. Nous, on a quand on n'a pas de diabète, on s'aperçoit pas de la contrainte que ça peut être et je pense qu'il faut améliorer, adapter, pardon, la vie professionnelle pour que ces sujets puissent s'auto-soigner parce que s'ils sont en bonne santé, épanouis avec leur diabète, comme l'a dit, monsieur tout à l'heure, ben, donc du coup, ils pourront travailler au mieux de leurs capacités, être à l'aise, dans leur travail et justement, c'est comme ça aussi que tout se passe bien. Donc dans le diabète, donc du coup, on a vu, aussi alors c'est plus le cas maintenant, mais avant, 2021, les sujets qui étaient porteurs d'un diabète de type 1, notamment un diabète sous insuline, ou alors des sujets qu'on devait mettre sous insuline et ben, c'était la fin pour eux de l'accès à certains métiers et moi, je me souviens de certains, patients, notamment un pilote, de ligne, un conducteur de taxi qui sont allés jusqu'aux complications parce qu'ils refusaient l'insuline, parce que pour eux, mettre un traitement qui pouvait entraîner des hypoglycémies, c'était perdre leur licence, perdre leur métier auquel ils étaient hyper attachés. Ils ont préféré développer des complications, sévères, plutôt que se soigner pour pas perdre leur métier. Donc ça alors, après, il faut discuter au cas par cas, hein, parce que j'ai aussi en tête plusieurs, patients qui ont des complications, dont, des hypoglycémies pour un patient, donc du coup, qui travaillait sur des échafaudages. Heureusement qu'il était en sécurité parce que du coup, il aurait pu avoir un accident, important. Mais, il y a des patients qui sont amenés, du coup, des sujets qui sont amenés à cacher leur, diabète par, peur, de pouvoir, perdre leur métier. Mais c'est par là aussi qu'arrivent des accidents et des accidents qui peuvent être embêtants et pour le sujet et pour l'entourage. Donc c'est vrai que c'est des analyses au cas par cas, mais il y a encore beaucoup de non-dits, et de difficultés de reconnaissance. Mais je sais qu'il y aura, heu, comment dire? Un juriste, je crois, ou un avocat, enfin, en tout cas quelqu'un qui pourra, expliquer, les lois, notamment sur, ces pathologies beaucoup mieux que moi. Mais là encore, il y a un sujet et quelque part, une inégalité de traitement, entre, les sujets qui ont une maladie chronique et ceux qui n'en ont pas. Après pour finir, je vous tiendrai pas, trop longtemps, mais j'aurais encore, 2 informations que je voulais vous faire passer. Donc effectivement, quand on rentre dans les complications du diabète, bah, là, on a des handicaps qui deviennent visibles et il y a 2 types de complications. Il y a les complications aiguës et les complications chroniques et dans les complications aiguës, c'est celles liées à la maladie et au traitement. C'est-à-dire que quand le diabète est déséquilibré, bah, là, on va avoir des glycémies très élevées dans le sang et quand la glycémie dépasse de grammes par litre, hein, alors ça vous dit peut-être rien, mais on diagnostique le diabète quand la glycémie, quand le taux de sucre dans le sang dépasse 1,26 grammes par litre. Donc vous voyez, entre 1,26 et 2 grammes, on a un long moment où le diabète n'est pas, parlant. Mais quand la glycémie, donc ce taux de sucre dans le sang, dépasse 2 grammes par litre, là, le sujet peut commencer à avoir des signes et notamment avoir très soif, avoir envie de faire pipi souvent, être fatigué, avoir des maux de tête, avoir des troubles de concentration. Donc vous imaginez qu'un sujet qui, se laisse en hyperglycémie parce que, ben, il n'a pas envie de montrer son traitement ou qu'il prend pas son traitement, bah, il a des difficultés, à être bien et à pouvoir assumer son travail parce que, ben, il a les conséquences de cette hyperglycémie. Et puis à l'inverse, quand on traite le diabète, bah, parfois on a les effets secondaires des traitements et un effet secondaire du traitement par insuline, même si on a des, systèmes qui nous permettent de réguler de mieux en mieux, il peut toujours y avoir, hem,
excès de traitement, on dira, parce qu'il faut voir que le sujet, il remplace ce que fait la nature, mais parfois ça peut dépasser un peu l'objectif et on peut, arriver à avoir une hypoglycémie et donc l'hypoglycémie, ben là, du coup, ça va être des tremblements, l'irritabilité, une faim et parfois les premiers signes qui apparaissent avant même que le sujet s'en aperçoive, ben, c'est troubles de la concentration ou de l'irritabilité. Ça veut dire, moi je sais que j'ai un collègue, diabétique de type 1 parce que c'est souvent ce qui arrive, on est en discussion, on est en train de parler, il y a sa machine qui sonne pour lui dire que son taux de sucre diminue, il dit: «Oh oui, oui, je sais, j'ai déjà pris, du sucre il y a une demi-heure» et puis là, il commence à s'énerver, à s'énerver, à s'énerver. Je dis: «Bah, va regarder ta glycémie parce qu'à mon avis, elle est encore basse». Mais moi, je suis diabétologue, il m'a dit qu'il était diabétique de type 1, on bosse ensemble, il y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup de sujets comme ça qui, vont parfois jusqu'à l'hypoglycémie, sévère. Heureusement maintenant qu'on a des petites machines qui bipent et qui, disent qu'effectivement, il faut contrôler sa glycémie et prendre du sucre. Parce qu'avant qu'on ait ça, ben, du coup, il y en a qui écoutaient pas leurs signes, parce que du coup, ils voulaient pas, arrêter leur tâche. Par exemple, quand vous êtes dans une réunion très importante et que vous avez un diabète sous insuline, bah, vous n'allez pas arrêter votre réunion, vous voulez pas arrêter votre réunion parce que vous voulez pas montrer que vous avez, une pathologie qui peut, justement, impacter, votre activité professionnelle. Donc vous voyez tout ça, ça peut être des petits, enfin ça c'est un handicap et puis, ben, quand les complications chroniques du diabète arrivent, hein, les complications au niveau du pied, au niveau du rein, au niveau des yeux, au niveau du cœur et ben, du coup, ça peut entraîner l'entrée vraiment dans des pathologies sévères qui là, vont entraîner des, handicaps, pour l'activité professionnelle. Alors quand même, il faut, savoir que le diabète de type 2, puisqu'en introduction et merci de l'avoir dit, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes à La Réunion pour la prévention du diabète. Le diabète de type 2, c'est, une maladie qu'on peut éviter par, des mesures d'hygiène de vie et là, on reboucle la boucle, hein. Vous avez vu, sur la deuxième diapositive que tous les sujets on devrait tous avoir cette capacité à bien manger et à faire, de l'activité physique régulière et pour tous, les sujets qui travaillent, on devrait avoir cette possibilité de bouger et de manger équilibré parce que c'est la meilleure façon d'éviter les pathologies chroniques. La meilleure façon d'éviter de développer un diabète de type 2 quand on est susceptible, c'est de, bouger et de manger équilibré et d'éviter finalement cette lente évolution qui va fatiguer nos organes et qui va faire que la glycémie va s'élever, enfin le taux de glucose dans le sang va s'élever, le taux de sucre dans le sang et qu'on va rentrer dans la pathologie diabétique. Donc, je pense que la lueur au bout du tunnel, en parlant de handicap pour éviter justement que ça arrive, c'est pour, la majorité qu'on arrive à ne pas rentrer dans la pathologie et ne pas rentrer dans la maladie, c'est tout à fait possible et par des mesures, qu'on peut tout à fait appliquer sur le lieu de travail. Mais c'est vrai qu'il faut y être vigilant. On a des activités qui sont de plus en plus sédentaires. Avec les visios notamment, on passe de plus en plus de temps assis au lieu d'aller voir le collègue, puisque ça m'arrive aussi certainement comme vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir le collègue, dans le bâtiment d'en face, où on va, prendre 5 minutes pour se déplacer et marcher, bah, on fait une visioconférence, hein. Donc du coup, on reste assis dans son bureau et il peut nous arriver comme ça de passer 4 à 8 heures par jour assis sans bouger et ça, vous voyez, c'est, le moyen de développer des pathologies chroniques. Donc je m'arrêterai là pour, laisser, le temps à mes, collègues, de cette première table ronde, de pouvoir aussi, partager, leur expérience et en tout cas, merci, de faire, cet, événement et de permettre de parler, d'un sujet qui est vraiment, très important et dans lequel il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation très simple, très didactique. Je crois qu'on a tout compris, mais on a encore des questions. Alors, il y a deux petites questions qui sont venues du public. Alors, la première, vous avez parlé des métiers interdits. Alors, on nous demande de savoir s'il y a une liste des métiers interdits aux diabétiques. Et puis, alors c'est le Cap Emploi. Donc, merci à Daniela de nous avoir posé cette question. Et sa deuxième question, c'était quelles sont les étapes d'une insertion d'une personne porteuse de handicap sujet à des soins journaliers? Alors, pour répondre à la première, enfin merci pour les questions. Pour répondre à la première question, je pense qu'il va y avoir, aussi une intervention, du de docteur. juriste, Oui, d'intermétra. C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on va pouvoir relayer aussi avec la deuxième table ronde. surtout que la législation a changé
C'est-à-dire qu'avant, il y avait une liste vraiment de métiers qui étaient interdits. Maintenant, depuis, il me semble que c'est 2021 où ça a changé. Donc, du coup, on discute au cas par cas. Et je pense que du coup, l'intervention d'Intermétra est importante puisque ça se discute entre les médecins traitants, le médecin du travail, ce n'est pas des décisions qui se prennent tout seul et le sujet. Mais ces discussions, cas par cas, et je pense que mes collègues de la médecine du travail pourront le dire, elles sont difficiles parce qu'elles sont difficiles à prendre pour les sujets aussi. Et heureusement, je dirais, l'avancée de la technologie quand même nous offre des possibilités qu'on n'avait pas même 10 ans en arrière. Je pense qu'il y a depuis 3 ans maintenant, pour tous les sujets qui sont sous insuline, même ceux qui ont une injection d'insuline par jour, on peut avoir la prise en charge et le remboursement de ces petites pastilles que vous voyez de plus en plus sur les bras des patients, qui sont la possibilité de mesurer la glycémie en continu. Et depuis 3-4 ans maintenant, cette mesure de la glycémie en continu, elle s'accompagne d'alarmes qui sont données par le téléphone ou par un boîtier quand la glycémie baisse. Donc, c'est vraiment des moyens de pouvoir mettre les sujets en sécurité, c'est-à-dire que dès qu'ils voient leur glycémie baisser, il y a des alarmes qui se mettent, qui sonnent et qui avertissent le sujet qu'il faut qu'il se prenne en charge. Alors qu'avant, finalement, ils ignoraient leurs signes et pour certains même, ils n'avaient plus les signes qui leur disaient que leur glycémie était basse ou haute. Et donc, du coup, on en arrivait à la complication aiguë avant de pouvoir le prendre en charge. Donc, je pense aussi que ces nouvelles technologies, elles ont permis aussi de mettre les sujets en sécurité, mais il faut aussi les rendre à l'aise. Moi, malheureusement, il y a des sujets qui ne veulent pas porter ces dispositifs parce qu'ils ne veulent pas que ça se voit. Alors, à La Réunion, ça se voit peut-être plus qu'en métropole parce qu'on a moins souvent des manches longues, mais c'est quand même dommage de se priver de ces avancées technologiques parce qu'on ne veut pas que ça se voit dans son milieu professionnel notamment. Et l'autre question que vous m'avez posée, c'était la question sur quand on a ses soins plusieurs fois par jour. Voilà. Là aussi, je pense c'est au cas par cas. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec leur traitement, leurs collègues de travail sont prévenus, il y a eu des aménagements qui ont été faits et là aussi travailler avec la médecine du travail pour adapter l'environnement du sujet, le mettre à l'aise pour qu'il puisse réaliser ses auto-soins. Mais heureusement que ça se fait et que ça se fait bien. Hein. Vous avez quand même entendu parler de ces sujets diabétiques de type 1 qui ont couru le grand raid avec ce qu'on appelle les pancréas artificiels, les boucles fermées. Il y en a qui sont rugbyman ou sportifs de haut niveau. Donc, même si ça entraîne quelques contraintes d'auto-soins, moi je parle plus de contraintes que handicap, mais aujourd'hui, on est là. Une contrainte peut être quelque part un handicap si c'est pas pris en charge, et c'est pour ça que c'est important de le réaliser. Mais il faut voir qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas de limite, qui ne sont pas limités par leur diabète. Et heureusement, parce que quand vous découvrez un diabète de type 1 à l'âge de 1 an, par exemple, vous imaginez si le sujet il sait déjà qu'il commence sa vie avec toutes ces contraintes et qu'il ne pourra pas réaliser ses rêves, c'est vraiment dommage. Et heureusement, on a vraiment la technologie, mais il faut aussi que la société soit ouverte et permette aux sujets de réaliser leurs rêves. Et je pense que les tables rondes d'aujourd'hui, elle est là pour ça, mais c'est possible. Voilà. Là où il y avait peut-être des contraintes il y a 20 ans, au fur et à mesure, grâce à la technologie, grâce aux connaissances, grâce aux soins, les verrous sautent. Et je pense que c'est ça. Et il faut continuer de travailler ensemble, continuer à améliorer les connaissances, continuer à améliorer les prises en charge. Et la connaissance et la communication fait beaucoup. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais quand on connaît mieux, du coup, on a moins peur. Et du coup, quand on a moins peur, on prend mieux en charge. Bien sûr, et en plus, il y a aussi le temps du patient pour accepter sa maladie, pour comprendre les différentes phases et pour pouvoir les adapter. Alors, il l'accepte mieux quand il est compris. C'est ça, oui. Alors, on a eu deux autres questions qui sont arrivées entre-temps. Votre planche sur les signaux faibles, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie a intéressé. Donc, une personne qui nous demande si on a des épisodes momentanés d'hypo et d'hyperglycémie, est-ce qu'il faut s'inquiéter, consulter lorsque ces épisodes deviennent de plus en plus fréquents? Alors, quand on est diabétique,
Oui. Normalement, justement, l'objectif de consulter, et l'objectif de revoir son traitement avec son médecin, avec ses médecins, son diabétologue et son médecin traitant, c'est d'équilibrer. C'est-à-dire que, alors bon, on va pas rentrer dans le détail de la prise en charge, mais il y a 2 modalités qu'on regarde quand on est diabétologue, par exemple, ou médecin. C'est l'équilibre de la glycémie en moyenne sur le long cours, et c'est la fameuse hémoglobine glyquée en dessous du 7 dont vous avez dû entendre parler, parce qu'il y a souvent eu ces campagnes d'information pour le diabète, il faut que l'hémoglobine glyquée soit en dessous du 7, mais ça, c'est la moyenne. Et puis, il y a l'équilibre au quotidien, c'est-à-dire ces montées et ces descentes de glycémie. Et pour un sujet, finalement, ce qui va l'impacter le plus, c'est ces montées et ces descentes. Et quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le yo-yo comme ça, et qui fait hypo, hyper, et avec des moyennes qui sont finalement bien, parce que du coup, ça va s'équilibrer, eh ben, c'est pas bien. Il faut effectivement consulter, c'est important. Ce qui va impacter la vie d'une personne au quotidien, c'est de passer de l'hypo à l'hyperglycémie, puisque vous voyez, elle va passer de la fatigue, de la soif, au tremblement, pas être bien, avoir des angoisses. Donc, c'est vraiment très important. Oui, si un diabète déséquilibré, c'est aussi un diabète où il y a ces variations glycémiques en passant de l'hypo à l'hyper. Alors, une autre question, mais je pense qu'on va pouvoir y répondre aussi lorsqu'on va envoyer les documents. La liste des maladies invalidantes existe-t-elle auprès du médecin du travail, de la MDPH? Comment y accéder et comment y communiquer? Donc, alors peut-être pas auprès de vous, mais il y a effectivement des infographies ou des petits supports graphiques qui existent pour déjà montrer la diversité de ces maladies invalidantes et les situations de handicap qui peuvent en découler. Mais si vous voulez en dire 2 mots. Je pense que le plus important à retenir, c'est que la législation a changé, et que si on peut trouver ces listes, il faut surtout retenir que c'est au cas par cas. Et que c'est important que ce soit discuté. C'est-à-dire que si le sujet se sent mis dans une case, euh, il peut se contraindre lui-même, et c'est important d'en discuter entre le diabétologue, le médecin traitant, le médecin du travail, pour voir les possibilités, plutôt que se dire je suis dans cette liste et tout s'arrête. Voilà. Je pense que c'est pour ça que la loi a changé, où avant il y avait vraiment des listes et du coup des métiers interdits. Alors après, bien sûr, il y a des métiers comme pilote de chasse, tout ce qui est armé, où là, il y a des discussions. Enfin, voilà, il y a quand même quelques métiers, mais bon, ces métiers, de toute façon, dès qu'il y a un trouble visuel, dès qu'il y a le moindre petit handicap, je dirais, sous quelque forme que ce soit, ce métier est interdit. Mais à part ça, pour les d'autres métiers, je pense que du coup, il y a vraiment une discussion en fonction de l'équilibre de la prise en charge. Mais il y a encore du travail à faire. Docteur Fauconberg, vous vouliez intervenir peut-être? Et puis il y a Docteur Roger aussi qui est parmi nous, donc s'ils veulent intervenir et compléter les propos de leurs collègues. Oui, alors en pratique, il y a effectivement un barème d'invalidité pour les médecins conseils. Nous, effectivement, en médecine du travail, nous n'avons pas en réalité de liste de maladies invalidantes, parce que l'évaluation d'abord va se faire sur la pathologie, les complications, les déficiences que ça peut occasionner, mais également c'est l'évaluation du poste de travail. Quelles sont les exigences physiques, psychiques, cognitives de ce poste de travail. Et l'idée, c'est de faire matcher effectivement les personnes avec une pathologie et les exigences au travail. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je rejoins mon confrère et puis le docteur spécialiste, donc diabétologue. Je pense que c'est de plus en plus à analyser au cas par cas le rôle du médecin du travail et d'une part d'éviter l'altération de la santé des agents du fait de leur travail, et aussi de vérifier la compatibilité entre leur état de santé et le poste de travail. Donc effectivement, c'est la balance entre ces deux critères, on va dire. Alors l'objectif étant d'aménager les postes pour que les personnes puissent rester sur leur poste, donc le maintien à l'emploi. Et puis partant de là, effectivement, c'est la santé individuelle de l'agent qui prime et qui est à prendre en compte. Voilà. Et d'autant plus que la situation évolue tout au long de la vie. Donc,
Merci beaucoup. Alors, on n'a plus de questions. J'espère que vous allez pouvoir rester un petit peu avec nous, Dr Nobecourt, pour participer à la table ronde, parce qu'il y a effectivement des témoignages sur la pompe à insuline, des petites choses comme ça qui permettent d'illustrer un petit peu vos propos. Merci à vous. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance du diabète et puis de son implantation, malheureusement, c'est pas un mot très joli, mais comment elle est répandue sur l'île de la Réunion, on va demander à Monique Ricbourg, donc, qui représente l'ORS et qui a participé à l'étude épidémiologique. Alors, c'est 2021, c'est ça? Donc, de nous donner quelques éléments chiffrés sur le diabète à la Réunion. Bonjour à tous. Donc, merci déjà aux organisateurs d'avoir invité l'ORS pour pouvoir vous parler en fait du diabète dans cet événement. L'idée pour moi, en fait, moi je suis référente sur l'animation de l'observation du diabète à La Réunion, donc qui est une mission qui est confiée par l'Agence régionale de santé. Et notre mission, c'est justement de rassembler toutes les connaissances, toutes les données disponibles pour les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, c'est un aperçu de ces données que nous recueillons que je vais vous présenter aujourd'hui. La suivante, s'il vous plaît. On peut passer. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, les données que je vais vous présenter sont issues de deux travaux principaux. Donc, une étude qui a été menée effectivement en 2021 en population générale. Et puis, j'utilise aussi les données médico-administratives de l'assurance maladie pour pouvoir dresser un petit peu la photographie du diabète à La Réunion. On peut passer à la suivante. Donc, le contexte régional a déjà été un peu évoqué dans les propos introductifs. Donc, vous l'avez compris, le diabète à La Réunion, c'est une maladie fréquente. C'est la maladie chronique la plus fréquente sur l'île. Donc, on l'a évoqué déjà, c'est presque un adulte sur 10 qui est concerné par le diabète connu. Le diabète connu, ça veut dire un médecin vous a dit que vous étiez diabétique, donc c'est 14% en 2021. Il faut savoir que les chiffres de 2022, qui sont les plus récents, montrent qu'il y a plus de 86 000 Réunionnais qui sont pris en charge pour un diabète à La Réunion, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, mais le professeur Nobecourt l'a rappelé, le diabète de type 2, c'est environ 90% de la population diabétique. Et puis un dernier indicateur de fréquence, c'est pour vous dire que finalement, en 2022, c'est presque 3900 Réunionnais qui sont admis en affection de longue durée, donc pour diabète, qui est la LD numéro 8. Donc, une petite vigilance sur ces chiffres de fréquence, malgré tout, pour vous dire que ces indicateurs sous-estiment la situation réelle, puisque nous n'avons pas le nombre exact de patients diabétiques à La Réunion, puisqu'il y a des patients qui ne sont pas diagnostiqués, il y a des patients qui ne connaissent pas leur maladie. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. La suivante. Donc, si on revient sur les principaux constats de cette maladie sur notre territoire, la première, c'est que effectivement la fréquence du diabète connu est 2 fois plus fréquente et 2 fois plus élevée à La Réunion par rapport au niveau hexagonal. On est donc l'une des régions les plus concernées par le diabète. On a aussi une spécificité à La Réunion, c'est que la maladie survient de manière plus précoce. Et donc là, tous les travaux sont convergents pour dire que, en moyenne, les patients diabétiques sont plus jeunes de 5 ans, de 5 à 6 ans sur le territoire par rapport au territoire hexagonal. Et puis, à travers les données de l'enquête du baromètre de Santé publique France, donc de 2021, qui a été réalisée 7 ans plus tôt, donc en 2014, les résultats de cette enquête nous montrent qu'on a plutôt une augmentation, finalement, une tendance à la hausse du nombre de patients diabétiques sur le territoire, sans être pour autant significatif. Et cette augmentation, on l'attribue notamment, enfin, on essaie plutôt de le lier au fait que la population est vieillissante, mais aussi que les malades, enfin les personnes diabétiques, vivent plus longtemps aussi avec leur maladie. Alors, quelques mots aussi pour vous dire que le diabète ne touche pas de la même manière la population réunionnaise. À La Réunion, le diabète concerne plus les femmes que les hommes, ce qui est une situation différente de ce qu'on retrouve au niveau national, puisque ce sont les hommes qui sont plus concernés sur le territoire hexagonal. On a aussi une maladie, en fait, une fréquence de la maladie qui augmente avec l'âge. Ça veut dire plus on vieillit et plus on peut être concerné par cette maladie, et notamment chez les personnes
65-85 ans, on l'a dit, c'est presque une personne sur 3 qui est diabétique. Et puis, on a un fort gradient socio-économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le niveau de vie va augmenter, plus le niveau de diplôme va augmenter, et moins vous serez concerné par cette maladie. Donc là, pour vous donner un exemple, les personnes sans diplôme sont presque 4 fois plus concernées par le diabète que les personnes qui ont un niveau bac ou plus. Donc là, c'est une petite diapo pour vous montrer effectivement ce lien très très fort entre diabète et précarité. Vous voyez ici une carte de la Réunion avec une répartition communale finalement de la fréquence du diabète. Et tout ça pour vous dire que ce sont les communes les plus pauvres, c'est-à-dire définies par les indicateurs de pauvreté de l'INSEE, qui sont également les plus concernées par le diabète à la Réunion. Et vous voyez notamment que sur la carte que c'est la façade est de l'île qui est plus concernée par cette pathologie. On va enchaîner, donc vous l'avez bien compris avec ce que je viens de vous dire, qu'il y a un profil quand même un peu majoritaire qui se dégage chez les patients diabétiques. Ce sont plus des femmes, des personnes plus âgées, avec un niveau de vie plutôt précaire et donc plutôt retraités ou inactifs. Mais c'est une majorité, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la population. Moi, je voulais justement faire un focus sur diabète et travail pour vous dire que chez nos 86 000 personnes diabétiques qui sont prises en charge, eh bien, il y en a presque 1 sur 2 qui est en âge de travailler. Donc, vous voyez, presque 44 000 personnes qui sont âgées entre 15 et 64 ans. Et donc, les données des différentes études nous montrent que le diabète connu, en fait, parmi les personnes qui ont un diabète connu, presque un quart, donc 23%, déclarent aussi avoir un travail. Donc, ça, c'est une information importante. Et les résultats nous montrent que ce sont plutôt les catégories socio-professionnelles ouvriers ou employés qui sont les plus concernés par le diabète. Voilà, quelques mots sur la prise en charge. Le professeur Neboko l'a rappelé, il est important d'avoir une prise en charge adaptée et régulière. On sait à travers les données que c'est environ 80% des patients diabétiques qui ont un traitement, donc qui sont traités pharmacologiquement. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que en général, et on constate à travers les différents travaux qui sont mis en place par les partenaires, c'est que le parcours de soins des patients diabétiques, ils sont souvent incomplets ou éloignés des recommandations de suivi définies par la Haute Autorité de Santé. Et pour vous donner un exemple, c'est donc à travers cette enquête de 2021, 17% des personnes diabétiques, en fait, qui se déclarent diabétiques, disent avoir déjà arrêté au moins une fois leur traitement, donc avec les complications qu'a déjà évoqué le professeur Becourt, avec des complications aiguës ou à plus long terme, qui sont aussi possibles. Donc ça, c'est une illustration, mais il y en a bien d'autres, des ruptures dans le parcours de soins des patients diabétiques. Donc, quelques mots aussi sur l'état de santé, que ce soit la santé perçue ou la santé physique déclarée. On s'aperçoit finalement que l'état de santé des patients diabétiques, elle est plus dégradée que le reste de la population. Donc, les personnes diabétiques sont 3 fois plus nombreuses à déclarer un état de santé mauvais ou très mauvais. Elles sont également aussi plus concernées par l'existence d'une maladie chronique. Elles sont aussi 2 fois plus concernées par la présence d'une limitation finalement pour faire les activités que font habituellement les gens, et qu'elles sont aussi 2 fois plus concernées par l'obésité et l'hypertension artérielle, qui peuvent être aussi des maladies invalidantes aussi. Donc, vous voyez que ce sont des patients, du coup, des personnes qui sont aussi fragilisées aussi par d'autres pathologies. On va passer à la suivante. Donc, effectivement, l'état de santé, c'est aussi, c'est le reflet aussi des complications. C'est-à-dire, les complications, on l'a vu, elles sont graves, mais elles sont surtout évitables. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces complications, elles peuvent être, finalement, elles concernent une minorité de patients diabétiques, mais au regard des chiffres, elles restent quand même très importantes, puisqu'on l'a vu, la maladie, le diabète peut abîmer certains organes. Vous voyez que les accidents vasculaires cérébraux, c'est presque 700 patients diabétiques qui sont hospitalisés pour un AVC chaque année. Que la dialyse, c'est presque plus d'1 millier de patients diabétiques qui sont concernés par des hospitalisations pour une insuffisance rénale, que les plis du pied, donc qui sont plus ou moins
graves et qui sont hospitalisés, c'est 600 patients. Donc vous voyez que ces chiffres sont quand même relativement importants. Et ce qu'on voit, c'est qu'à La Réunion, en fait, ces complications, notamment les complications qu'elles soient rénales, podologiques et ophtalmologiques, elles sont plus fréquentes à La Réunion qu'au niveau hexagonal. Donc ça aussi, c'est une préoccupation pour l'ensemble des acteurs. Je voulais vous dire aussi du coup que comme ces personnes vivent plus longtemps avec leur maladie, ça veut dire que c'est aussi un risque plus grand de développer ces complications, d'autant que la survenue de la maladie et la survenue des complications est plus précoce. Ça veut dire aussi un risque plus fort, voilà, de développer des incapacités tout au long de sa vie. Voilà, j'en termine là-dessus. Donc, je pense que vous avez compris l'importance de cette pathologie sur notre territoire, avec de fortes inégalités sociales et territoriales, dans un contexte déjà réunionnais, déjà très marqué par les vulnérabilités. Moi, j'attire vraiment votre attention sur le fait que cette maladie, elle arrive de manière plus précoce et les complications aussi arrivent de manière plus précoce. Donc, ce qui sous-tend voilà, la nécessité peut-être d'un accompagnement social parce qu'on l'imagine, l'impact et le retentissement important qu'il peut y avoir sur la qualité de vie et notamment sur la vie sociale et en particulier chez les personnes qui travaillent. On voit bien qu'il y a un lien fort avec la précarité, mais la maladie aussi peut avoir finalement des conséquences et précariser aussi ces personnes-là et les rendre beaucoup plus, voilà, les fragiliser parce qu'il peut y avoir une incapacité, une décompensation, une perte d'emploi ou une perte de confiance en soi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, on avait dit c'était un enjeu majeur. Là, les chiffres, voilà, font un petit peu froid dans le dos, peut-être pas, mais en tout cas font beaucoup réfléchir. Alors, on a une petite question sur la corrélation entre le handicap et le diabète. Par exemple, les personnes déficientes ou qui ont des troubles, de TSA, est-ce qu'ils sont plus ou moins concernés par le diabète? Est-ce qu'on a fait le lien peut-être entre le croisement des handicaps et des pathologies? Alors c'est une bonne question, mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas forcément de travaux qui vont analyser en fait cette corrélation, mais il y a des travaux à venir, notamment une grande enquête qui s'appelle l'enquête Entraide 3, qui va peut-être aussi aller regarder de manière un peu plus approfondie finalement les corrélations entre finalement la qualité de vie et la présence des handicaps et le diabète, mais nous au niveau régional, c'est pas un axe qui est développé encore dans nos travaux. D'accord, merci. Alors, on a une question sur l'accès aux soins, mais comme il y a une intervention qui arrive juste après, je me permettrai de retenir cette question si elle n'a pas été répondue par la suite. On passe à l'intervention suivante. Monsieur Dr Elarouti, qui a bien voulu, comme je le disais, remplacer au pied levé Stélie Chopinet, qui s'occupe, elle, de la politique régionale, donc du PRND, nutrition et diabète. Alors, est-ce que vous voulez bien un petit peu nous présenter le rôle de l'ARS et puis les planches que Stélie a préparées? Merci madame, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis le docteur Elarouti Hamid, je suis le directeur de l'animation territoriale et des parcours de santé à l'ARS de La Réunion. Je remplace au pied levé donc Stélie Chopinet-Dijou et puis monsieur Gérard Cotellon, directeur général de l'ARS, pour la restitution de ces travaux en fin de matinée. Donc effectivement, l'Agence régionale de santé a positionné donc la santé nutritionnelle et bien sûr ce qui va avec de pair, c'est la promotion de l'activité physique à des fins de santé comme une priorité de la politique régionale de santé. En effet, nous faisons tous un constat, c'est effectivement nous avons donc des taux assez alarmants au niveau du surpoids, de l'obésité au niveau de la Réunion. Bon, on a parlé des chiffres, je ne vais pas y revenir sur la prévalence du diabète qui est forte à La Réunion. Donc tous ces chiffres qui effectivement nous amènent à une réflexion globale de pouvoir agir au plus près de la population pour effectivement avoir une action de prévention et de proximité. Donc nous avons mis en place un programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète
depuis 2020. Donc, ce programme réunionnais de nutrition de lutte contre le diabète de 3 ans va faire l'objet d'une réévaluation au niveau de, bien sûr, des travaux qui ont été menés suite à la publication du projet régional de santé en 2023-2028 qui a été adopté en octobre dernier. Mais effectivement, ce programme réunionnais de nutrition de lutte contre le diabète est un exemple, une exemplarité en tout cas, d'un sujet de mobilisation de tous les acteurs réunionnais. En effet, il est issu je dirais, d'une réflexion et surtout de... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du micro? D'accord, pardon. Merci, monsieur. Désolé. Excusez-moi. Donc, le programme réunionnais de nutrition de lutte contre le diabète, effectivement, il est issu d'une mobilisation forte de l'ensemble des partenaires, qui soient institutionnels, bien sûr les services de l'État, la collectivité, l'assurance maladie, les acteurs de santé, les associations, bien sûr, les mutualités, l'association des maires de France, enfin, le conseil départemental, le conseil régional, enfin, une forte mobilisation qui a permis, donc, grâce à cette synergie, de matérialiser ce programme avec une gouvernance stratégique et opérationnelle spécifique pour mener à bien des appels à projets conjoints. Donc l'objectif de cet engagement de la politique régionale est issu justement du plan national nutrition santé outre-mer qui effectivement qui a été donc déployé sur le territoire, la stratégie nationale sport santé et le plan national alimentation. Et bien sûr, la feuille de route qui vient alimenter aussi ce plan réunionnais, qui est le plan national obésité. Donc, effectivement, l'objectif est de pouvoir agir, comme je vous ai dit, au niveau territorial et de proximité, avec des dispositifs territoriaux qui constituent un atout pour le déploiement de ces politiques de santé nutritionnelle, tels que les contrats locaux de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé qui représentent bien sûr l'ensemble des acteurs du territoire de santé sur un bassin de vie, qui se sont investis sur ce thématique pour déployer justement une offre de promotion et de santé de proximité. Donc, on a fixé effectivement dans le cadre du projet régional de santé et qui fait écho avec le programme réunionnais de nutrition lutte contre le diabète sur deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'agir en améliorant bien sûr les comportements sur la santé nutritionnelle des Réunionnais. Comment? Effectivement, c'est d'apporter tout à fait donc une approche holistique, comme je vous l'ai précisé, donc multipartenariale sur le terrain pour justement promouvoir une qualité de l'alimentation qui doit rester plus favorable à la santé, une pratique d'activité physique à des fins de santé et bien sûr réduire bien sûr la sédentarité qui est quand même la 4e cause de décès selon l'OMS. Donc, effectivement, c'est un véritable fléau, la sédentarité. Peut-être, je vais revenir juste pour que vous soyez au courant que la santé nutritionnelle est très importante parce que, en fait, il y a des chiffres qui sont assez parlants au niveau du territoire, qu'on ne les a pas forcément mis en exergue. C'est que à peu près moins de 10% des Réunionnais, et particulièrement les plus modestes, consomment chaque jour au moins 5 fruits et légumes. 5% de fruits et légumes. Plus de 10% des Réunionnais consomment chaque jour des boissons sucrées. La restauration hors domicile et la consommation de produits ultraformés progressent. Seul un quart des Réunionnais de 15 ans et plus pratiquent au moins 30 minutes de marche ou de vélo par jour ou au moins 150 minutes de sport par semaine. Donc, vous voyez bien que nous avons vraiment une action vraiment importante et primordiale pour agir sur la qualité et sur la santé nutritionnelle. On fera bien sûr un focus sur le milieu du travail, qui est bien sûr une action très sensible du PRNDD. Nous avons signé une charte avec bien sûr certaines collectivités Renéo pour labelliser certaines entreprises pour pouvoir promouvoir une qualité nutritionnelle et d'activité physique à des fins de santé. Donc, il y a eu bien sûr Renéo, il y a eu le Crédit Agricole. Bon, on a aussi des démarches auprès d'autres opérateurs. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir endiguer, en tout cas plutôt massifier cette charte de labellisation justement à la promotion de la qualité nutritionnelle et les activités physiques à des fins de santé en milieu professionnel. L'autre sujet et l'autre action phare et objectif opérationnel du PRS, c'est bien sûr
d'améliorer le parcours de santé des patients prédiabétiques et diabétiques, et bien sûr pour retarder, enfin en tout cas éviter dans un premier temps, mais aussi retarder les complications en améliorant bien sûr une réponse par le système de santé réunionnais en agissant sur le dépistage précoce du diabète. Donc effectivement l'ARS s'est portée garante pour pouvoir financer, accompagner donc une étude qui va être bien sûr impulsée, qui a été impulsée par le professeur Nobecourt et puis le professeur Marie Motou sur je dirais l'étude expérimentale pour avoir un dépistage précoce du prédiabète. Donc cette étude fera l'objet d'un financement de la Réunion et bien sûr on aura des résultats et probablement des chiffres beaucoup plus récents sur la prévalence du diabète. Bien sûr, il faut agir aussi sur l'annonce du diagnostic, indépendamment du dépistage précoce. Comment entrer dans le parcours de soins, et ça fait l'objet aussi de la révision du programme réunionnais de nutrition de lutte contre le diabète qui va inclure le volant obésité qui est complémentaire bien sûr et de permettre de mieux prévenir la maladie diabétique, une maladie chronique évolutive comme l'a signalé le professeur Nobecourt est silencieuse et bien sûr la dimension obésité sera prise en compte dans le prochain volet du PRND qui s'appellera le PRNDO et qui fera bien sûr l'objet d'une révision du projet régional de santé d'ici 2026. La prise en charge, bien sûr, en soins du diabète. Là aussi, le PRND actuel, qui est en cours de révision, avait plus accentué sur le dépistage et le repérage précoce et la prévention. Là, on va plutôt travailler sur le parcours coordonné et structuré de la prise en charge du patient diabétique depuis l'ambulatoire jusqu'à l'hospitalisation et bien sûr le retour à domicile. Et bien sûr, travailler sur l'éducation thérapeutique. Bon, là, le patient partenaire, le patient expert, et bien sûr, la place de l'usager est capitale dans l'éducation thérapeutique du diabète. Il faut savoir que c'est une glycémie qui est normale, qui est normalement bien équilibrée, avec une hémoglobine glycosylée qui est en fait un facteur qui est de protéines qui permet effectivement d'avoir une mémoire sur les 3 mois précédents du niveau de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Si une hémoglobine glycosylée est normale, on peut vivre avec le diabète normalement sans effectivement développer des complications tardives, bien sûr avec une prise en charge médicalisée par son médecin généraliste, par son spécialiste et éventuellement en hospitalisation si effectivement il faut réajuster le traitement qui soit de type 1 ou de type 2. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être que voilà, j'ai été un petit peu bref, mais je suis à votre écoute pour répondre à des éventuelles questions. Merci de votre attention. Pas de questions, mais une petite intervention peut-être d'une personne qui est un ambassadeur du programme PNNS. Si vous voulez bien vous lever. Monsieur, allez nous présenter votre entreprise. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Waro Clément, je suis référent handicap au sein de la société ABN. Donc, je suis accompagné avec Madame Fleur Poster notamment, qui nous accompagne depuis déjà 1 an au sein de notre entreprise afin de faciliter l'inclusion des personnes handicap au sein de notre entreprise. Donc, comme évoqué tout à l'heure, on a évoqué la petite question des salariés, notamment de la gente féminine, qui est principalement présente dans le milieu du nettoyage. Donc, c'est assez compliqué pour certaines personnes, notamment de l'endométriose. Donc, cette reconnaissance de statut d'handicapé est assez compliquée. Certes, ça se joue au cas par cas, mais ces personnes-là sont souvent face à un mur administratif, donc c'est assez compliqué. Et donc je voulais remercier avant tout Fleur pour son accompagnement qu'elle fait au quotidien avec nous. Ça nous facilite grandement la vie et voilà, tout simplement. Et vous êtes aussi l'ambassadeur, donc vous aviez, enfin, ABN a signé la charte du PNNS que vous avez présenté, docteur Elorati. Donc, comment ça se passe dans votre entreprise? Qu'est-ce qui se fait sur justement ce programme nutrition diabète? Est-ce qu'il y a des sensibilisations, des dépistages? On est au balbutiement vraiment de cette politique. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, ça se joue plus au niveau des ressources humaines et de la qualité du travail. Mais de ce que je sais, en tout cas, voilà, les démarches sont en cours.
C'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, certes, mais je pense que de toute manière, avec l'accompagnement qu'on a actuellement, ce ne sera qu'une étape, si je pourrais dire, simple à franchir. Il faut juste qu'on s'y mette tous ensemble, histoire de faciliter le travail. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'il y a 5 ou 6 entreprises en fait, qui ont signé cette charte au niveau de La Réunion. Alors, c'est le secteur privé qui a ouvert la voie. On espère que le secteur public va aussi pouvoir accéder à sa signature de charte. Pardon, oui, effectivement, il y a à peu près 4 5, je ne les ai plus en tête, mais en tout cas, c'est effectivement des entreprises plutôt privées. L'idée, c'est de pouvoir étendre, bien sûr, aux entreprises publiques. Donc, il y a eu des engagements, et effectivement, il faut qu'on refasse un travail d'effort. Il y a eu des engagements du conseil départemental, notamment, des engagements de l'assurance maladie et d'autres structures publiques. Mais effectivement, on est en cours de, je dirais, de réflexion et de mise en œuvre dans les semaines à venir. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse la transition avec la nécessité de rentrer dans le parcours de soins, donc avec Monsieur Legrand qui représente la Caisse générale de sécurité sociale. Ah, je vous refile la tête. Bonjour. Oui. Ouais, je représente pas la Caisse de sécurité sociale, plutôt le service SOFIA en fait. Le service SOFIA. Conseiller en santé, donc du coup de l'assurance maladie. Oui. Et le service SOFIA, c'est un service d'accompagnement pour les personnes atteintes de maladies chroniques avec un risque cardiovasculaire. Donc principalement des diabétiques pour l'instant. C'est une structure interne. C'est une structure interne, ouais, de l'assurance maladie. Et voilà, moi ce que je vous propose du coup, c'est de découvrir plutôt, de se remettre dans la peau d'un diabétique en fait, quoi, parce que moi mon quotidien c'est de parler avec des personnes diabétiques, et du coup c'est de voir eux en tout cas la prise en charge que ça nécessite pour eux. Donc le docteur Nobecourt en avait parlé rapidement. Et donc, ce que je propose de faire, c'est de voir la prise en charge que ça nécessite quand on a un diabète. Qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour réguler sa maladie, l'équilibrer et éviter les complications. Ça, on peut passer le but de nos services, on va le comprendre avec le reste. Ouais. Même on peut passer à la suivante. Juste, alors là, voilà. Donc là, alors ça, c'est les piliers de l'équilibre d'un diabète. Hein. Donc pour un diabétique, ça devient essentiel. Il va le comprendre au fur et à mesure. Qu'il y a 3 choses qui deviennent essentielles pour lui pour pouvoir équilibrer son diabète et protéger sa santé. Donc ça va être la mise en place d'une activité physique quotidienne, une alimentation équilibrée et prendre son traitement et comprendre l'intérêt de chaque médicament. Donc ce qu'on voit la différence. On voit bien que pour nous aussi, hein, ça nous concerne tous, l'activité physique et l'alimentation équilibrée, ça concerne tout le monde. On a bien vu parmi les chiffres qu'on a beaucoup d'entre nous, on a du mal à faire ça quotidiennement, régulièrement, et mettre ça tout en place. On a plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Ce qui va aider le diabétique, c'est que dès qu'on a un diagnostic de diabète, par contre, les risques, les complications, elles deviennent beaucoup plus réelles dans notre tête. Donc là, on commence à ça peut faire peur. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un accompagnement pour réussir à s'y mettre. Parce que certainement que nous, on n'y arrive pas nous-mêmes, sans cette peur, ce risque réel. Donc, si on parle de l'alimentation, qu'est-ce que ça fait pour un diabétique, une alimentation équilibrée? Ça demande quand même souvent de... Alors, on a tous des bonnes connaissances, on va avoir plein de bons conseils de partout, on va en entendre dans tous les sens. Hein. Mais après, ça demande du coup souvent d'avoir des connaissances, d'augmenter ses connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances. Et puis de voir comment on va faire pour le faire. Donc que ça soit, parce qu'en fait là, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est une maladie chronique, donc c'est tous les jours et toute la vie, quoi. Donc et à tous les moments, donc vacances, travail, sorties, loisirs, comment on s'organise pour manger tous les jours équilibré, c'est 3 repas par jour, trouver la disponibilité. Et on a vu dans plein de chiffres qu'il y a plein de... on peut être dans des cas de précarité aussi, donc on n'a pas que ça à penser, quoi. Souvent, on a plein d'autres problèmes. Et donc ça en ajoute, quoi. Ouais. Donc voilà un peu là-dessus. Donc
Ça, c'est, voilà, alors, du coup, l'alimentation, ça revient pareil pour l'activité physique, qu'on n'aime pas, il va falloir trouver un moyen de bouger en ce qu'on dit 30 minutes par jour. Et puis les traitements, il faut revoir les représentations qu'on a et réussir à les prendre, comprendre à quoi ça sert, quoi. Voilà, on peut passer à la suivante, parce que ajouter à ça, c'est ce qui va charger le mental du diabétique, ça lui augmente sa charge mentale, quoi, d'avoir toutes ces, en permanence de penser à ça. Donc c'est une vigilance. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, où on va représenter en fait les examens de suivi qui sont recommandés. Donc je vais passer vite fait dessus parce que c'est présenté dans la vidéo après. Mais là c'est pareil en fait dans le suivi recommandé d'un diabétique. Au-delà de voir son médecin, donc du coup il va déjà falloir qu'il voit son médecin traitant tous les 3 mois, après faire des bilans sanguins tous les 3 mois, et puis avoir des rendez-vous réguliers avec tout un tas de spécialistes pour se protéger des complications, surveiller qu'elles n'apparaissent pas et pouvoir agir au plus tôt. Et du coup là pareil, il va falloir du temps pour programmer ça, c'est une charge mentale encore qui augmente. On a tous l'exemple, je sais pas, on voit tous un ophtalmo, on a déjà essayé de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, ça se fait pas du jour au lendemain, je sais pas, quand on rentre dans une salle d'attente, il faut passer le temps d'attente. Après, il y a d'autres examens, le diabétique, lui, il peut tout le temps s'attendre à quel va être le résultat de cet examen, les choses qui mettent en jeu la longueur de sa vie, peut-être. Voilà, donc il peut y avoir une peur, il y a plein de choses comme ça qui vont compliquer sa vie. Et en fait, tout ça, ça participe, cette peur, ce manque de connaissances, est-ce qu'on a les bonnes informations, ça va participer à ce qu'on appelle d'augmenter la détresse qui est liée au diabète. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus mesuré, grâce à une échelle. Et il y a des études qui montrent que presque un diabétique sur 2, ils sont atteints de cette détresse liée au diabète, quoi. Donc, d'où l'intérêt d'un accompagnement pour ceux qui en ont besoin, quoi, pour les aider, les soutenir, leur donner des informations, les orienter. Voilà. Qui a un effet de boucle en plus sur les facteurs de stress, sur la maladie et l'évolution de la maladie, du coup. On va voir, on va revoir Anne-Sophie Charret, qu'on a vu un petit peu dans le petit film le micro-trottoir de l'université. Alors Anne-Sophie, ça fait pas longtemps que vous êtes sur La Réunion. Voilà. Est-ce que vous voulez bien un petit peu nous dire, puisque vous êtes greffière au tribunal de La Réunion? Oui, c'est ça. Je suis greffière au tribunal judiciaire de La Réunion à Champfleury. Je suis arrivée à La Réunion de Mayotte en fin août, et j'ai vécu quasiment 5 ans à Mayotte en tant que diabétique déjà. Donc dans un territoire complètement désertique médical. Donc vous faites partie de ces personnes qui ont un diagnostic très tôt? Non, moi c'était à l'âge de 20 ans. Donc c'était il y a maintenant bientôt 14 ans. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, comment vous avez appréhendé la maladie? Quelles conséquences ça a pu avoir directement sur votre situation personnelle et travail? Oui. Déjà, pour l'historique, c'est suite à un virus que le diagnostic s'est accéléré. J'ai eu bêtement une extinction de voix et j'ai consulté le médecin parce que je constatais des symptômes qui n'étaient pas normaux, une soif intense, j'avais très envie de sucre, je buvais que du sirop, je buvais des litres de sirop toute la journée et ça s'est révélé simplement par une prise de sang. La glycémie à jeun, elle doit être entre 0,70 mg par litre et 1,20 et j'ai été à 2,54. Donc c'est directement la case urgence dans l'après-midi. Je suis passée devant tout le monde et le diagnostic il tombe le soir même. Et là c'est une prise en charge à l'hôpital pendant une semaine pour c'est principalement pour rééquilibrer, déjà pour se réhydrater parce que pour calmer tous les symptômes et toute l'éducation thérapeutique qui commence. D'accord. Donc apprendre à se piquer. Donc je me souviens très bien. Il y a une petite, c'était une petite figurine, c'était une vache en plastique. Et j'ai appris à piquer comme ça la pauvre petite vache avec un stylo d'insuline. Parce que très vite, on a la possibilité au bout de 6 mois, quand on le demande, de passer à la pompe à insuline.
Bon, après, c'est le temps d'acceptation. Donc moi, au bout d'1 an et demi, j'ai demandé, mais j'ai reculé parce qu'on en a parlé de tout ce problème de visibilité de la maladie, avec une pompe à insuline à l'époque qui existait qu'avec tubulure, donc avec un fil. C'était le montrer. Puis après, quand on est une femme, c'est plus pratique parce qu'il y a la possibilité de l'accrocher sur le soutien-gorge, par exemple. Mais vous étiez jeune en plus à ce moment-là, et donc. J'avais 20 ans, donc relativement, je trouve que c'est relativement tard, puisque principalement c'est les enfants qui le développent ou c'est de naissance. D'accord. Okay. Donc une pompe à insuline, apprendre à réguler l'hyper et l'hypoglycémie en permanence. Et quelles autres conséquences ça a eu sur votre vie, alors au travail? Alors au travail, après au travail, non, ça va. Après moi, j'étais déjà diabétique depuis certaines années avant de devenir fonctionnaire et de devenir greffière et d'aller aux audiences. Et principalement, le plus gros problème, ce serait les audiences qui sont très longues et tardives, parce qu'on reste assis sur une chaise et on est concentré sur l'écran à devoir noter tout ce qui se dit à l'audience. Et c'est ça. Mais après, ça reste juste moi, j'ai jamais eu de problème, ça reste juste une communication avec les magistrats avec qui on travaille. Il n'y a pas de problème, on demande une pause, parce que ça peut être n'importe quoi. Hein. On n'a pas besoin d'être diabétique pour demander une pause pendant une audience. On a besoin de faire pipi, peu importe. Donc c'est juste histoire de communication, on fait passer un petit mot, on interpelle, on demande juste une pause. Et c'est juste avoir après tous les outils sur soi. Moi, c'est ce que j'utilisais. Bon, quand j'étais en métropole, j'utilisais des pâtes de fruits, mais bon, en outre-mer, c'est pas très pratique parce que ça fond. Mais sinon, juste des petits carrés de sucre et c'est bon. Ou un jus de fruits. Donc, vous me disiez qu'il y avait eu quand même beaucoup d'apprentissage pour apprendre à équilibrer votre diabète. Vous avez quand même appris beaucoup toute seule. Oui, en fait, on devient son propre médecin, j'allais dire, parce qu'on n'a aucune connaissance médicale et il faut apprendre plein de choses en très peu de temps, puisque quand on arrive à l'hôpital, on nous dit tout de suite, si vous faites pas ça, ça et ça, on va vous couper le pied, vous allez devenir aveugle. Bon, pas dit comme ça, mais c'est la finalité. Donc, il y a vraiment, comme on a dit, c'est vraiment une charge mentale énorme. Parce qu'il faut, j'allais dire maintenant avec les outils, moi je suis sous pompe à insuline sans fil et avec un capteur de glycémie qui fonctionne avec le téléphone, mais ça fonctionne pas encore automatiquement. Donc je dois lire ma glycémie, analyser ce que je vais manger, et puis après envoyer les informations. La pompe, elle va transmettre les informations. Le boîtier de la pompe transmet les informations à ma pompe à insuline pour délivrer l'insuline. Donc c'est vraiment une question il faut vraiment avoir une bonne lecture. Il faut penser à plein de choses parce aussi on a une éducation, on apprend à compter les glucides pour adapter notre dose d'insuline à ce qu'on mange. Bon, après, quand on commence c'est ça, en fait, au fur et à mesure des années, on comprend comment notre corps il fonctionne et quels aliments ont quels effets sur notre glycémie. Parce que le sucre, il y en a dans tous les aliments, en fait. Et par exemple, le meilleur exemple, le sucre dans le thé, tout ça, j'ai arrêté directement, ça n'a pas été trop difficile, donc ça, c'est 0. Mais par exemple, si moi en tant que diabétique de type 1, j'ai aucun régime spécial. Je mange ce que je veux. C'est juste une question d'adaptation de l'insuline, de la dose d'insuline. Et par exemple, si je veux manger des bonbons, ce sera forcément pas trop en plein milieu de la journée, mais on assimile mieux le sucre quand au cours d'un repas. Donc si je veux manger des bonbons, je le mangerai en fin de repas. Ok. Donc, beaucoup de prévention qui est faite par l'équilibrage de l'alimentation, un peu de sport, d'activité physique. Non, moi, je suis très mauvaise. Je fais 0 sport, 0 régime. Donc, non. Après, j'ai eu la chance d'avoir un très, très bon médecin en métropole qui m'a dit « Vous êtes jeune, c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir toutes, j'allais dire, entre guillemets, ces contraintes en plus. » Parce que moi, je ne me suis jamais posé de limite, en fait.
Et voilà, je voyage. C'est vraiment une question d'adaptation au quotidien. Oui. Parce que je voyage, il faut juste que j'emporte. Je suis plus chargée que n'importe qui d'autre, puisque j'ai plein de matériel à emporter, au cas où il y a une panne, au cas où. Bon. Mais globalement, vous arrivez à vivre normalement par rapport à... Oui, c'est ça en fait. C'est un peu ambivalent parce qu'on arrive à vivre normalement et à la fois on doit faire plus d'efforts que les autres en temps normal. Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte vraiment de la charge mentale énorme que c'est parce qu'après, le médecin, ça reste un médecin, donc il va faire tout l'aspect technique, mais tout ce que nous on vit au quotidien, c'est pas la même chose. Je pense que les personnes qui nous comprennent le mieux, ce sont ceux qui sont diabétiques eux-mêmes. Donc, c'est bien de s'entourer, d'aller dans les associations et tout ça. Et il y a même des influenceurs du diabète je pense à la chaîne YouTube de Diabète qui présente, c'est 2 jumelles qui sont diabétiques et qui présentent toutes les dernières technologies. Elles font des tests, donc elles ont des partenariats et puis elles peuvent informer du coup tout le monde. Et c'est des personnes qui savent au quotidien qui savent ce qu'elles vivent, quoi. Merci beaucoup Anne-Sophie. Sylvia Breil est la référente handicap responsable aussi du service des ressources humaines pour l'ensemble des services du tribunal, de la justice. Oui. Alors, on voit là qu'il n'y a pas eu besoin de compensation particulière, qu'elle est tout à fait autonome. Je suis assez époustouflée du discours d'Anne-Sophie, que je connais depuis 6 ans maintenant. Mais effectivement, sur des situations comme ça, on est face à un agent qui est en pleine autonomie et pour l'employeur, que ce soit le RH, le manager, le correspondant local handicap, il n'y a qu'à écouter pour comprendre le besoin. Voilà, donc merci. Et sur la question des besoins, justement, Alors sur le besoin, on l'a entendu, c'est surtout un besoin de compréhension sur les besoins de pause pour justement être en capacité de faire son auto-soin. Ça compte pour le diabète, mais ça compte pour certainement d'autres handicaps invisibles où le besoin va exprimer, l'agent va exprimer peut-être le besoin de se mettre à part à un moment donné. Ça peut être le cas pour certains handicaps psychiques. Voilà, donc l'ouverture, le travail qu'on a à faire nous en tant que responsable RH ou correspondant handicap, c'est de sensibiliser le collectif à il se passe quelque chose et on peut être simplement à l'écoute sans savoir davantage. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Je ne connais pas le handicap des personnes dont j'ai les papiers de reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Et donc là, on a ça, la durée des audiences, la durée des réunions. Donc ça a été exprimé, ça. J'ai eu une demande aussi. Nous, au niveau de la restauration collective, il y avait une subvention de l'action sociale qui est possible uniquement, normalement, quand il y a un repas chaud. Donc on a fait du lobbying pour expliquer que déjà on a la réunion, donc ça touche tout le monde, mais l'accès au repas principal qui est une salade plutôt que du riz, c'est possible. Après, autour de nous, on a beaucoup de restaurateurs qui ne sont pas forcément en lien avec la subvention ministérielle, mais qui sont à l'écoute quand même des personnes qui viennent. Et si on demande pas de riz, par exemple, dans la barquette de curry, mais des lentilles, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit général quand même qui est plus à l'écoute du sujet du diabète. Voilà. Okay. Bon, merci beaucoup Sylvia, merci. On arrive au terme de cette table ronde. On a pris un petit peu de retard, mais on va laisser aussi donc Diane qui intervient un petit peu pour représenter les associations. Diane Bayeux, vous voulez bien vous présenter ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je représente 2 associations de patients à La Réunion sur le sujet du diabète. Donc l'association ADN 974, donc qui a vocation à représenter les patients diabétiques de type 2. Donc si on peut aller sur la slide suivante, s'il vous plaît.
donc voilà, qui existe depuis 2012, donc qui est très engagé sur différents sujets localement pour la prévention et l'accompagnement du diabète de type 2, et une association un tout petit peu plus récente qui est l'association ADJ 974 qui elle donc accompagne les familles dont un membre est touché par le diabète de type 1. Donc on l'a dit depuis ce matin, donc le diabète de type 2 et le diabète qui est le plus représenté localement, c'est celui qui est le plus connu, c'est celui qui, on va dire, est le plus compris dans la société réunionnaise, puisque avec 14% de la population touchée, on connaît tous forcément au moins une personne diabétique autour de nous. Le diabète de type 1 donne lieu à un peu plus d'incompréhension. Comme il a été évoqué dans le propos introductif, on a vraiment une problématique d'insertion qui peut se poser, là notamment pour le diabète de type 1 dès le plus jeune âge, puisque voilà, le témoignage parlait d'une découverte à 20 ans, le diabète de type 1 peut, notre plus jeune adhérent sur ADJ à 18 mois, donc c'est une personne qui va vivre avec le diabète, voilà, depuis sa plus tendre enfance, et donc l'insertion à l'école pour les enfants diabétiques est aussi un sujet. Quand on arrive dans le domaine du travail et peut-être avant ça des études secondaires, on se heurte souvent à une problématique qui est celle des médecins, des endocrinologues, et donc professeur Nobécourt fait exception à ce discours, qui est de ne pas considérer le diabète comme un handicap, puisque on vit bien avec. Pour rejoindre le témoignage, le diabète de type 1 en l'occurrence, c'est l'équivalent de 140 décisions quotidiennes pour la personne diabétique, donc 140 décisions liées à ce qu'elle va manger, à ce qu'elle va décider d'emporter avec elle pour un simple déplacement, de est-ce qu'elle va faire de l'activité physique, de l'heure à laquelle elle va devoir manger, de si elle va accepter voilà, l'apéritif qu'on va lui servir, tout simplement. Et dans le quotidien au travail, ça va être aussi tout un certain nombre de choses. On parlait de la durée des audiences en l'occurrence, mais ça peut être aussi l'horaire auquel on va fixer une réunion. Ça va être aussi un environnement de travail qui va être plus ou moins stressant et qui va peser sur la charge mentale. Et on le sait maintenant très bien, le diabète, donc la glycémie, est directement en lien avec nos émotions, avec notre capacité à gérer le stress. Et donc, on rencontre, là on a eu le témoignage de personnes diabétiques pour laquelle ça se passe plutôt bien. Bien entendu, quand on est association représentant d'usagers, on a plutôt les situations qui se passent pas bien. Donc cette problématique d'insertion, de compréhension et de prise en compte justement de la problématique du diabète au travail, elle est réelle à La Réunion. On a notamment des jeunes professionnels qui se heurtent à l'incompréhension de leurs employeurs, puisque bien souvent, et pour rebondir sur un sujet qui avait été évoqué tout à l'heure, le diabète est souvent associé à d'autres pathologies. Donc le diabète de type 2 a d'autres pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension, après malheureusement quand il y a des complications, des problématiques rénales ou autre chose. Et pour le diabète de type 1, bien souvent, elle est associée à d'autres maladies auto-immunes, maladies cœliaques ou autres, qui du coup compliquent grandement la vie des personnes diabétiques. Et sur le lieu du travail, c'est vraiment un sujet. Donc voilà, donc ces deux associations sont présentes pour accompagner les personnes diabétiques si besoin. L'association ADN 974 réalise des dépistages en entreprise pour les structures qui souhaiteraient sensibiliser leurs collaborateurs. L'association ADJ est disponible pour accompagner les employeurs sur les sujets vraiment spécifiques liés au diabète de type 1.
Et voilà, donc le message, ça serait vraiment voilà, une ouverture d'esprit par rapport à cette problématique du handicap invisible et plus particulièrement du diabète. Donc oui, on peut très bien vivre et très longtemps avec un diabète bien équilibré, mais pour que ce soit le cas, il faut que les conditions soient réunies pour que la personne diabétique puisse être mise dans de bonnes dispositions, et encore plus que chacun d'entre nous qui en a aussi besoin au quotidien pour vivre sereinement. Voilà. Merci. Alors, je sais que dans la salle, il y a d'autres associations qui sont présentes. Hein. Alors, donc, vous aurez aussi l'occasion lors du déjeuner, le cocktail déjeunatoire, voilà, dans l'ordre, c'est mieux, d'échanger aussi avec la présence d'autres associations. Mais effectivement, je pense que c'était important aussi de savoir que ils peuvent avoir des informations et j'ai vu, moi, en préparant cette table ronde, que vous connaissez très bien les uns les autres, qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions, notamment avec les personnes de la politique régionale de nutrition diabète. Voilà, donc c'est chouette aussi de pouvoir s'appuyer sur ce réseau d'acteurs pour pouvoir communiquer le plus largement possible sur cette maladie qu'on voit bien si silencieuse et presque sournoise, j'aurais envie de dire.